Quand la nuit tombe et que tout devient noir, qui sait ce qui peut se cacher là-bas dans le couloir? Restez bien à l'écoute car vos yeux ne vous seront d'aucune aide. Les ombres qui se glissent derrière le canapé ne veulent pas être dévoilées. Vous êtes sur Gare au placard, le podcast de récits étranges et inquiétants, garantis sans violence. Dans un récit, la petite fille est souvent perçue comme un personnage innocent et vulnérable. On la voit volontiers comme une victime, un symbole de pureté ou une cause à défendre. Dans un contexte paranormal, la petite fille peut montrer un tout autre visage, beaucoup moins doux. Qui sont les créatures qui se cachent derrière ce masque? Explorons ensemble 5 histoires de fillettes charmantes et maléfiques. La petite fille de l'arbre creux. Ce jour-là, lorsqu'il se met à pleuvoir, Lucas n'est pas aussi déçu qu'on pourrait le croire. Au contraire, le parc sera désert, et tout à lui. Le garçon a 11 ans, et il n'a jamais rien connu d'autre que la petite ville où il est né. Le parc est incontestablement son endroit préféré. Alors, dès que la pluie aura fini de chasser les derniers intrus sur son royaume, il pourra poursuivre ses explorations sans être dérangé. Lucas est très intrigué par une partie boisée et un peu sauvage tout au fond du parc. Les parents et leurs jeunes enfants ne vont jamais jusque là-bas. Le terrain n'est pas vraiment débroussaillé et il n'y a pas d'aire de jeu. Comme l'endroit est tranquille et délaissé par les adultes, il aurait vite pu devenir un lieu de rencontre pour les adolescents de la ville. Mais il n'en est rien, car cette partie est réputée hantée. Quelque part, ce n'est pas surprenant. Toutes les villes ont leurs histoires de fantômes. Dans celle-ci, on parle d'un arbre étrange, aux branches tordues, dont le tronc est creux. Son emplacement n'est pas très clair. En fait, personne ne l'a jamais vu, mais chacun y va de sa petite histoire. Les récits varient, mais reprennent toujours les mêmes éléments. Le fantôme d'une fillette piégée à l'intérieur de cet arbre tenterait d'attirer les vivants jusqu'à lui. Comment s'est-elle retrouvée là? Pour quelle raison tend-elle ce piège aux malheureux qui l'entendent? Les réponses proposées n'ont jamais satisfait Lucas. Lui, il veut connaître la vérité. Et il est certain que l'arbre se trouve au fond de son parc. Il ne l'a juste pas encore découvert. La pluie s'intensifie. Le jeune garçon rajuste la capuche de son anorak et accélère le pas. Comme prévu, les familles ont déserté le parc et il n'y a plus personne. Bientôt, il aperçoit le petit bois. Il y pénètre sans hésiter. Les premiers pas ne sont pas difficiles, le sol est encore assez dégagé. Le feuillage dense le protège quelque peu de la pluie et semble même étouffer les sons, plaçant Lucas dans une sorte de cocon silencieux et préservé. Concentré sur ses pieds, il avance, espérant apercevoir l'arbre creux dans les prochaines minutes. Il n'y a sûrement que quelques mètres de plus à faire, ce n'est pas une forêt après tout. Quand Lucas lève finalement les yeux et regarde derrière lui, il constate avec stupeur qu'il n'aperçoit plus le parc. Il réalise alors qu'il n'a prévenu personne de ce qu'il allait faire. Comment a-t-il pu s'enfoncer ici sans anticiper quoi que ce soit? Croyait-il vraiment réussir à la première tentative sans courir aucun risque? Lucas regarde autour de lui. Il se maudit intérieurement de sa bêtise. Pourquoi s'être précipité ainsi? Tout se ressemble ici, et il ne sait pas du tout comment retrouver son chemin. C'est alors qu'une lueur attire son regard affolé. Elle clignote faiblement entre les branches noueuses d'un très gros chêne. L'arbre ne porte plus aucune feuille, et il semble complètement sec. Il lui manque sa cime, comme si elle avait été coupée. La lumière émerge du tronc et l'illumine de l'intérieur. L'angoisse naissante du jeune garçon est subitement chassée par un élan de joie. Ce n'était pas si difficile finalement. Pourquoi personne n'est parvenu jusqu'ici avant lui? Impatient, il s'approche sans plus tarder et commence à escalader les branches. Focalisé sur son objectif, il ne remarque pas qu'autour de lui le ciel s'assombrit. L'atmosphère si calme résonne désormais de craquements et de crépitements. Son ascension terminée, Lucas agrippe fermement l'écorce et pousse encore un peu de façon à apercevoir l'intérieur du tronc creux. De petites particules de lumière se déposent doucement sur ses mains, et c'est sans aucune peur qu'il plonge son regard au cœur de l'arbre.
Un visage rond et pâle l'observe en souriant dans l'obscurité. C'est une petite fille, et ce sont ses yeux qui produisent la lumière qui a attiré le garçon jusqu'ici. Sans réfléchir, Lucas tend la main pour l'aider à sortir de ce piège d'écorce. La fillette ne bouge pas et ne dit rien. Son regard brille de plus en plus, et leur éclat hypnotise le jeune garçon. Alors qu'il commence à glisser dans le tronc, il n'a pas le réflexe de s'agripper pour empêcher sa chute. Il a seulement la sensation d'entrer dans une lumière intense et brûlante, qui le contraint à fermer ses paupières. Puis, plus rien. Lorsque le garçon reprend conscience, il reconnaît immédiatement les murs de sa chambre, mais il ignore comment il s'est retrouvé dans son lit. D'ailleurs, il n'est pas tellement certain d'avoir vraiment découvert l'arbre creux. N'était-ce pas un rêve plutôt ? Les jours qui suivent se ressemblent tous, entre l'école et la maison, la famille et les amis. Ce quotidien sans surprise étouffe parfois Lucas, mais il n'a plus le goût pour l'aventure. Certaines nuits, il se réveille dans un sursaut, avide d'air frais, en ayant le sentiment de revenir d'une lointaine obscurité. Mais cette nuit-là, ce n'est pas cette sensation oppressante qui le submerge pendant son sommeil et l'oblige à en sortir. C'est un cauchemar qu'il fait pour la première fois, et qui pourtant lui paraît terriblement familier. Il entend d'abord les voix excitées de 2 jeunes enfants, à la recherche de quelque chose. Puis, il voit apparaître leur visage juvénile au-dessus de lui, et leurs yeux s'ouvrent de surprise et de joie à la fois. Ils lui tendent chacun une main, remplie du désir de l'aider. Lucas n'est pas en mesure de répondre, mais lui aussi sourit avec soulagement, tandis que la lumière l'envahit. Il regarde les 2 innocents et se souvient vaguement leur avoir ressemblé avant. Mais cela n'a plus d'importance désormais. Tout sera bientôt terminé. Le prochain sacrifice vient d'arriver. La petite fille au ruban. Max est un étudiant pragmatique. À l'université où il étudie les mathématiques, il aime suivre les procédures, résoudre des problèmes et expérimenter de nouvelles hypothèses. Ce n'est pas quelqu'un de rigide, il estime simplement que l'univers est régi par des lois et qu'il lui appartient de les découvrir. Ainsi, lorsque ses amis commencent à raconter des histoires de fantômes pendant une soirée, il sourit mais ne se moque pas. Il explique que le paranormal ne l'effraie pas et que ces phénomènes seront un jour expliqués. D'ailleurs, il propose de commencer immédiatement. Si quelqu'un dans le groupe avait connaissance d'une légende urbaine qui se passe dans les environs, il pourrait enquêter plus facilement. Les étudiants sont d'abord interloqués, puis ils se prennent vite au jeu. Une demi-heure plus tard et après quelques recherches sur le net, ils trouvent l'histoire parfaite. Dans le nord de la ville et certains villages proches, il y a une rumeur sur une petite fille qui aborde les passants. Son discours est toujours le même. Elle est perdue, elle a besoin qu'on la raccompagne chez elle. On la reconnaît facilement au ruban rouge qu'elle porte autour du cou. Mais si on insiste sur le sujet et qu'on lui demande de le retirer, sa tête tombe. Les amis de Max ne cachent pas leur rire en lisant le récit trouvé sur un forum. Pour eux, c'est une histoire complètement farfelue, mais si le jeune homme veut mener l'enquête, libre à lui. Les semaines passent. Parmi le groupe d'étudiants, plus personne ne pense à la rumeur de la petite fille au ruban. Tous, sauf Max, qui poursuit discrètement ses recherches. Il a du mal à se l'avouer, mais il s'est pris de passion pour les histoires étranges. Il passe des heures sur le net à décortiquer les plus connues et à vérifier les sources. Il en ressort profondément insatisfait, car il n'obtient jamais les réponses qu'il attend. Au fil des jours, cette frustration grandit, et il va régulièrement se promener dans les quartiers nord de la ville à la nuit tombée. Il fait preuve de patience et d'ouverture, mais l'univers semble se moquer de sa quête. Aucun phénomène ne se manifeste jamais à lui. Un soir, fatigué et déçu, il interrompt son parcours et s'assoit sur un banc. Max n'a pas pour habitude d'abandonner, mais il commence à percevoir en lui une obsession qui finira par le rendre fou. Une petite pluie fine se met à tomber, pendant que, perdu dans ses pensées, il envisage sérieusement de renoncer. Le jeune homme se relève, résigné à rentrer chez lui. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette, assise à l'extrémité du banc. Dans cette ville, une partie des luminaires reste éteinte la nuit, mais il ne comprend pas comment il ne s'en est pas aperçu avant malgré tout. Le cœur de Max s'accélère soudain. Il est en train de comprendre ce qui se passe.
car c'est une petite fille qu'il regarde balancer ses jambes, le visage baissé vers le sol et dissimulé par de longs cheveux. Alors qu'il s'apprête à lui parler, elle lève la tête en reniflant. Dans un sanglot, elle murmure quelques mots. L'étudiant hésite un instant. La situation est improbable, et en même temps terriblement réelle. L'enfant ne ressemble guère à l'idée qu'il se fait d'un fantôme, même s'il se demande ce qu'elle peut bien faire ici en pleine nuit. Il se rapproche alors de la petite, désireux de lui venir en aide. La fillette renifle et murmure à nouveau. Max s'agenouille doucement devant elle. Il ne veut pas l'effrayer. Il lui demande de répéter ce qu'elle vient de dire, et il l'assure qu'il va l'aider. Il est désormais assez proche pour percevoir ses chuchotis. « Je veux rentrer à la maison, dit-elle, encore et encore. » Le jeune homme ne sait trop que faire. Proposer à la petite de faire le tour du quartier ensemble pour trouver sa maison ? Ou appeler la police ? Alors qu'il tente d'adopter une attitude rassurante et de masquer ses interrogations, il accorde un peu plus d'attention à l'apparence de la fillette. Celle-ci semble avoir 6 ou 7 ans. Sa silhouette est menue et elle porte une robe sombre très simple. Cette tenue est un peu surprenante pour une enfant, plus adaptée à une cérémonie qu'au quotidien. Et le ruban rouge qu'elle porte autour du cou l'est plus encore. En l'apercevant, Max est bouleversé. Il oublie ses bonnes intentions. Il doit savoir maintenant. Alors, il pose sa question. Il demande à la petite fille ce qu'est ce ruban et si elle pourrait le lui montrer un peu mieux. La fillette se tait soudainement et arrête de renifler. Elle se redresse et se plante devant Max, le fixant sans ajouter un mot. Elle semble attendre quelque chose. Mais quoi ? L'étudiant hésite devant la petite qui reste parfaitement immobile. Il n'ose pas insister. Il a finalement trop peur pour aller jusqu'au bout. Au-dessus d'eux, le lampadaire s'éteint, comme tous ceux de la rue. À cette heure-ci, il n'y a plus du tout d'éclairage public dans la ville. Plongé dans l'obscurité, Max explore à tâtons son sac à dos afin de récupérer son téléphone. Lorsqu'il enclenche le mode torche, il balaie rapidement la rue autour de lui. Il n'y a plus personne. De retour à la fac les jours suivants, le jeune homme repense sans cesse à ce qui s'est passé cette nuit-là. Rien ne prouve qu'il était en présence d'un événement surnaturel. Mais l'image de cette fillette l'obsède. Il lui semble l'apercevoir au loin dans la rue quand il se rend au cours. Quand il regarde par une fenêtre, il est certain que quelqu'un l'observe depuis l'extérieur. Et le soir, dans son appartement, il entend régulièrement frapper à la porte alors qu'il n'y a personne. Max en vient à se demander si toutes les histoires qu'il a lues ne lui ont pas monté à la tête. Il devrait laisser tout cela de côté et consacrer davantage de temps à ses études ainsi qu'à ses proches. Et pourquoi pas sortir un peu ? Plutôt que de passer ses soirées seul chez lui. Il rejoint donc ses amis dans un bar, non loin de sa fac. Le groupe connaît bien les lieux, ce sont des habitués. Ils connaissent les prénoms de l'équipe en salle et réciproquement. À l'exception de ce nouveau serveur qui semble tout juste arriver. Il n'est pas très efficace, mais il est particulièrement attentionné envers Max, à tel point que celui-ci finit par se sentir un peu gêné. Sa gêne s'intensifie au moment où le serveur le frôle en déposant sa boisson devant lui. Mais il ne s'agit pas d'une tentative d'approche. L'employé vient de lui murmurer à l'oreille quelques mots glaçants. « Va lui demander d'enlever son ruban. » lui dit-il. « Elle t'attend. »« Vas-y, vite, elle perd patience. » Max se relève brusquement, renversant quelques verres au passage. Dans le brouhaha, il bafouille, s'excuse et tente d'expliquer ce qui vient de se passer. Ses amis le regardent sans comprendre. Personne n'a vu le nouveau serveur dont il parle. L'étudiant a sûrement trop bu et il est temps de le raccompagner à son appartement. Mais le jeune homme ne veut pas se laisser faire. Il sent monter en lui de la colère et il rejette violemment l'aide qu'on lui propose. Il sort précipitamment du bar alors qu'on tente en vain de le rattraper. Il sait exactement où il doit aller. Sur le chemin, il ne peut oublier son objectif. Chaque personne qu'il croise se tourne vers lui et murmure « Demande-lui, demande-lui !» Max presse le pas. Il court même. Il n'entend plus rien. Il cherche ce fameux banc, son lieu de rendez-vous. Et il ne tarde pas à le trouver. Il a si souvent refait le chemin en pensée. La fillette est là, évidemment. Elle n'a jamais cessé d'attendre son retour. Elle lui sourit, et l'étudiant se sent soudain en confiance. Pourquoi a-t-il tant tardé ? Il suffisait simplement de revenir et de lui demander de retirer son ruban. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. D'ailleurs, la petite fille sourit toujours tandis qu'elle tend la main vers son cou. Elle tire sur le nœud dans sa nuque, laissant apparaître une peau pâle, lisse
et sans aucune trace. Max commence à rire avec soulagement en voyant qu'il ne se passe rien. Il continue de rire au moment où il s'effondre mollement au sol et que sa joue touche le bitume. Il rit encore quand la petite s'agenouille devant son visage, puis se redresse tout en caressant doucement les cheveux du jeune homme. Il ne peut vraiment pas retenir ses rires, désormais mêlés de larmes, tandis qu'il aperçoit son corps dépourvu de tête allongé sur le sol. Il le fixera longtemps, autant que possible, tandis qu'il se sent partir loin dans l'obscurité. La petite fille de la maison abandonnée. Sarah est chasseuse de fantômes. Lorsqu'elle explique ses activités aux personnes qu'elle rencontre, elle récolte invariablement les mêmes réactions. Incrédulité, rire et parfois même des moqueries. Mais peu lui importe, car avec son équipe, elle a la conviction profonde d'œuvrer pour quelque chose de plus grand. Et elle n'est pas la seule à le penser. C'est pour cette raison que chaque jour, elle reçoit des dizaines de messages témoignant de phénomènes paranormaux de toutes sortes. Hantises, apparitions, déplacements d'objets et encore beaucoup d'autres. La plupart d'entre eux sont souvent difficiles à vérifier. Les récits lui parviennent par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou par l'avis d'un ami. Chacun d'entre eux demandant un certain nombre de vérifications, l'équipe n'est pas en mesure de répondre à toutes les sollicitations. Sarah fait donc des choix en se fiant à son expérience et à son intuition. Ce jour-là, lorsqu'elle ouvre sa boîte mail, elle parcourt rapidement les messages. L'un d'entre eux retient son attention sans qu'elle puisse expliquer vraiment pourquoi. L'histoire est pourtant plutôt classique. Il s'agit d'une maison qui serait hantée par le fantôme d'une petite fille. L'inconnu qui écrit explique qu'on aperçoit parfois une fillette à la fenêtre ou même sur le pas de la porte. Elle tente de convaincre les passants d'entrer sans qu'on sache pour quelle raison. Ceux qui en franchissent le seuil n'en seraient jamais sortis pour raconter ce qu'il se passe à l'intérieur. Quelques jours plus tard et sa décision prise, Sarah réunit les membres de son équipe. Elle présente le cas en annonçant un rendez-vous pour le lendemain. Les regards qu'ils échangent en l'écoutant finissent par l'irriter, et elle s'interrompt pour demander ce qui ne va pas. Anna prend la parole en premier, bientôt soutenue par les autres. Personne ne comprend ce départ si peu préparé, sur la base d'un seul témoignage, et qui n'a fait l'objet d'aucune recherche. Leurs arguments paraissent tout à fait sensés à Sarah, du moins pendant quelques instants. Puis elle revient vite à son idée de départ. L'enquête aura lieu dans quelques jours comme prévu, et si personne ne veut l'accompagner, elle partira seule. Cette petite crise d'autorité déconcerte ses compagnons, mais tous affirment qu'ils la suivront malgré tout. Dès le petit matin, l'équipement est donc rassemblé comme d'habitude, et le groupe prend la route. La bonne humeur règne dans la minivan, car une nouvelle aventure est toujours source d'excitation. Jules ne peut s'empêcher de bavarder, faisant râler Manon qui tente de dormir. Anna et Mathias sont en charge du trajet de la logistique et se sentent parfois obligés de contredire le GPS. C'est un joyeux bazar qui dure tout le trajet. Mais cette fois, Sarah ne participe pas. Elle n'a pas dit à ses amis que, depuis qu'elle a ouvert ce fameux mail, elle fait d'étranges cauchemars. Il y est question d'une maison et de l'enfant qui l'habite. Le plus souvent, la petite vaque simplement à ses occupations. Elle dessine ou joue avec ses poupées, toujours seule. Elle ne semble pas remarquer qu'on l'observe. L'atmosphère est lourde et malaisante, malgré l'apparente tranquillité de la scène. Car la jeune femme a le sentiment intense que cette mise en scène est faite exprès pour elle. Mais dans quel but ? Elle se réveille alors avec le cœur au bord des lèvres, la nausée sur le point de la submerger. Elle aurait sans doute pu oublier tout ça avec le temps. Une fois les yeux ouverts, les rêves s'estompent naturellement. Pas celui-là. Il s'invite désormais dans les journées de Sarah. En prenant la forme d'un dessin d'enfant oublié sur la table, de pas d'une course joyeuse qui résonne depuis un étage qui n'existe pas, ou encore d'une porte qui n'a jamais été là. La maison appelle, et il n'est pas possible de l'ignorer. Après plusieurs heures de route, l'équipe arrive enfin au rendez-vous. C'est un couple d'une quarantaine d'années qui attend dans le café. Comme souvent dans ce genre d'affaires, les gens sont nerveux, partagés entre le besoin de raconter leur histoire et la peur de ne pas être crus. Ils expliquent qu'ils ont acheté la maison il y a environ 2 ans, avec pour objectif de la retaper entièrement. Mais les travaux n'ont jamais pu arriver jusqu'à leur terme, aucun ouvrier n'étant resté plus de quelques jours sur le chantier. Aujourd'hui, plus personne n'accepte d'y travailler et les propriétaires se sentent démunis.
Au début, ils ont pensé que quelqu'un tentait de les effrayer, peut-être pour racheter la maison à bas prix. Les dessins d'enfants qu'ils trouvaient un peu partout auraient pu être déposés par n'importe qui après tout. Mais alors que le couple avait décidé de prendre en charge une partie des travaux eux-mêmes, ils avaient commencé à entendre des bruits de pas résonner dans les étages. Et un jour, alors qu'ils tentaient d'en découvrir l'origine, une porte était apparue dans un mur qui en était dépourvu. Ils n'avaient plus remis les pieds dans la maison depuis. Pourtant, les étranges phénomènes avaient continué à les poursuivre, où qu'ils se trouvent. Les propriétaires étaient convaincus que la maison en était responsable. Après avoir tenté en vain de la vendre, ils avaient essayé les prières et les médiums, comme on voit au cinéma, ainsi que tout ce qu'on leur avait conseillé, sans aucun effet. L'équipe était leur dernier espoir. Anna tente de rassurer le couple, tandis que Sarah reste silencieuse. Elle a senti son cœur s'accélérer lorsqu'il a été question de l'apparition de la porte. Elle a la conviction que toutes les manifestations ont pour unique but d'inciter à l'ouvrir. Qui sait quel mystère se cache derrière ? C'est donc la tête remplie de questions et de folles hypothèses que la chasseuse de fantômes se rend dans la maison ce soir-là en compagnie de son équipe. Mathias et Jules préparent la pièce qui leur servira de QG pour la nuit, pendant que les filles installent des caméras aux endroits qui leur semblent stratégiques. Seule Sarah ne prend pas part aux préparatifs et se glisse discrètement en direction de l'escalier qui mène aux étages. Elle n'en a que pour quelques minutes. Personne ne s'apercevra de son absence. Puis elle redescendra aider ses compagnons. Elle a simplement besoin de voir la fameuse porte par elle-même. Il n'y a rien de mal à cela. Et elle est bien là, juste au bout du couloir. Sarah saisit la poignée avec fébrilité et ouvre sans perdre un instant. Cette nuit, l'univers va lui révéler une vérité primordiale, elle en est certaine. Derrière la porte, il fait très noir. Une toute petite fille émerge de l'obscurité. Elle tient des crayons de couleur dans une main et une feuille de papier dans l'autre. Elle sourit, un sourire large et rempli de dents, fines et tranchantes. La jeune femme est à la fois fascinée et horrifiée. Mais elle ne bouge pas alors que le corps de l'enfant se distend et s'étire. Elle ne se défend pas non plus alors que de longues pattes poilues l'attirent à l'intérieur de la pièce. Et elle n'émet aucun son au moment où la porte se referme derrière elle avant de disparaître. Dans le reste de la maison, personne n'a rien remarqué. Pour cette nuit au moins, la toile a retrouvé son calme. Les petites filles de l'hôpital. Appendicite. Ethan n'avait jamais pensé que cela pourrait lui arriver. Jusqu'au jour où il ressentit une vive douleur sur le côté droit de son abdomen. Le verdict du médecin est rapide mais rassurant. L'hospitalisation, bien que nécessaire, sera de courte durée. L'adolescent ne s'inquiète pas vraiment. Il n'a jamais eu peur de l'hôpital et il connaît bien celui de sa ville. Il y a fait plusieurs passages après quelques cascades mal maîtrisées. Le soir après l'opération, Ethan est enfin seul dans sa chambre. Sa famille doit venir le chercher le lendemain et il profite de ces quelques heures de repos sans parents soucieux qui lui demandent si tout va bien. C'est agréable d'avoir quelqu'un pour s'occuper de soi, mais un peu de calme, c'est bien aussi. Enfin le calme. Une fois la télé éteinte, Ethan a du mal à fermer l'œil. Il n'est pas habitué à dormir dans un tel environnement. Les bruits en provenance du couloir ne sont pas très forts, mais il est difficile de les ignorer. Plus tard dans la nuit, l'activité des soignants diminue et l'adolescent finit par s'assoupir. Ethan rêve. Il se retrouve toujours dans sa chambre d'hôpital, mais il a de la compagnie. Quelqu'un court et sautille d'un pas léger dans la pièce. La couverture glisse doucement du lit et un petit rire d'enfant se fait entendre. L'adolescent ne ressent aucune crainte, car quelque chose en lui dit qu'il est en train de dormir. Il se contente alors d'observer et d'écouter. Mais il ne se passe plus grand-chose. Ethan parcourt la pièce des yeux. Il est sûr que son rêve ne va pas s'arrêter là. Il lui semble qu'il distingue quelque chose dans le coin à l'opposé de son lit. Comme une forme sombre, ou plutôt deux. Bientôt il perçoit des chuchotis. C'est une conversation. Celle-ci se prolonge sans que l'adolescent parvienne à la comprendre. Il a reconnu des voix d'enfants, mais aucun mot. Alors qu'il s'apprête à se lever, il aperçoit la lumière du jour qui perce entre les rideaux. C'est le matin. Ethan s'étire dans son lit et attend tranquillement les soignants. Il ne repense pas à son rêve, il n'attache pas d'importance à ce genre de choses.
Lorsque l'infirmière arrive pour préparer sa sortie, il lui affirme qu'il a passé une bonne nuit. Quand elle lui tend un objet trouvé au pied du lit, il le prend en souriant. Il s'agit de 2 petites peluches qui s'enlacent. Un proche a dû laisser ici ce cadeau à son intention. De retour chez lui, Ethan profite des petites attentions de sa mère. Il sait qu'il aura droit au même traitement la semaine suivante chez son père. Il n'est plus un enfant et il n'aime pas qu'on le considère encore ainsi. Mais pour cette fois, il va faire une exception. La convalescence de l'adolescent est courte. Il retourne donc en cours une semaine seulement après son opération. Il est un peu inquiet. Les 3 premiers jours à la maison, sa mère s'est comportée de la façon dont il s'y attendait et l'a materné comme quand il était malade autrefois. Puis, elle a commencé à montrer de la fatigue et à oublier d'accomplir certaines tâches. La veille en rentrant du travail, elle a même semblé surprise de trouver son fils installé sur le canapé. Ce soir-là, elle s'est directement rendue dans sa chambre. Elle n'en est pas ressortie, même lorsqu'Ethan est venu toquer pour lui proposer de dîner avec lui. À la fin des cours, l'adolescent appelle donc sa mère pour prendre des nouvelles. Il se demande s'il n'a pas un peu exagéré en se laissant dorloter comme un bébé ou s'il y a autre chose. Son appel n'aboutit pas. Mais quelques minutes plus tard, il reçoit un texto. Sa mère lui écrit que tout va bien, lui souhaite de passer une bonne semaine chez son père et lui rappelle de rattraper son travail en retard. Ethan est soulagé, il aurait préféré lui parler directement, mais après tout sa mère a le droit d'être occupée à autre chose. Et il la reverra bientôt. En montant dans la voiture de son père, il se dit qu'il s'est sans doute inquiété pour pas grand-chose. Le week-end suivant, l'adolescent prépare son sac comme à son habitude. Il a l'esprit tranquille et il ne repense plus aux événements qui l'ont troublé. La nuit arrive tôt en cette saison, et il fait sombre lorsqu'il se retrouve sur le pas de la porte de la maison maternelle. Le rez-de-chaussée est éclairé, ainsi qu'une des chambres à l'étage. Ethan se débat avec la porte d'entrée. Sa clé semble bloquée. Ou alors ce n'est pas la bonne, mais sa mère n'aurait quand même pas changé la serrure pendant son absence. L'apercevant par la fenêtre de la cuisine, il toque contre la vitre pour attirer son attention. Dès qu'elle va le voir, elle viendra lui ouvrir. Mais celle-ci ne réagit pas. L'adolescent retourne donc à l'entrée et frappe un peu plus fort contre la porte en appelant. Toujours aucune réponse. Il se fait tard et Ethan aimerait rentrer, et il commence à s'impatienter. Il fait donc le tour de la maison d'un pas rapide pour se montrer à une autre fenêtre. Dans le salon, il aperçoit la télévision. Elle est allumée et diffuse un dessin animé. Posées sur le meuble juste à côté, se trouvent les 2 petites peluches rapportées de l'hôpital. Mais le plus surprenant, c'est la présence d'une fillette inconnue installée sur le canapé. Bien qu'il ignore ce qu'elle fait là, Ethan tape sur le carreau en espérant attirer son attention. La petite fille ne réagit pas. Alors que l'adolescent s'époumonne derrière la fenêtre, il aperçoit une seconde enfant qui entre dans la pièce. Son apparence est strictement identique à celle de la première. Ethan cesse peu à peu de frapper la vitre, tandis que sa mère rejoint les jumelles et s'installe à leur côté. Personne ne semble remarquer sa présence dans la nuit. Les heures passent. L'adolescent a tenté plusieurs fois de faire le tour de la maison, sans effet. Il n'a pas eu plus de succès en allant toquer chez les voisins. Lentement, une sorte d'apathie le submerge. Il ne ressent ni la fatigue ni la faim, seulement un sentiment d'attente. Quand il lève les yeux vers l'étage où se trouve sa chambre, il assiste impuissant au jeu et au rire des jumelles qui ont pris sa place. Combien de jours passent sans que personne ne le remarque ? Ethan l'ignore. Aujourd'hui, son père est passé en voiture. Il s'est arrêté devant la maison, puis a serré ses 2 petites filles dans ses bras avant de les faire monter. Alors que le véhicule s'éloigne, l'une d'entre elles se retourne et fait un petit signe de main à l'adolescent resté là. Elle a un petit sourire moqueur. Et c'est la dernière fois qu'une autre personne pose les yeux sur Ethan. La petite fille du bord de la route. Ce soir-là, il est très tard lorsque Alex reprend la route pour rentrer chez lui. En tant que vétérinaire de campagne, ses journées sont rythmées par les trajets entre les exploitations agricoles. Sa voiture est comme une seconde maison. Il n'est pas rare qu'il y prenne ses repas ou qu'il s'y assoupisse pour une courte pause. Mais aujourd'hui, il a à peine eu le temps de se reposer et la fatigue se fait durement sentir.
La route défile sous les phares de la voiture. Il n'y a personne à cette heure de la nuit, mais Alex fait preuve de prudence car de nombreux animaux profitent de l'obscurité pour sortir. Alors qu'il approche du dernier village à traverser avant d'atteindre sa maison, il a la désagréable surprise de se retrouver face à un panneau de déviation. Des travaux, sans doute commencés dans la journée pendant sa tournée, lui bloquent le passage. Résigné, le vétérinaire suit la voie indiquée en espérant ne pas être trop retardé. Depuis le temps qu'il roule dans toute la région, il connaît bien les routes et il n'apprécie guère celle qu'il est en train de prendre. Malgré la fraîcheur de la nuit, Alex baisse légèrement sa vitre, puis se redresse sur son siège et diminue le volume de la radio. Il tient à rester particulièrement concentré, car cette portion de départementale est connue pour ses accidents nocturnes. C'est un fait et non une rumeur. De nombreux articles de la presse locale relaient le phénomène depuis des années. En journée, les causes sont classiques. Un excès de vitesse, un animal qui traverse ou une faute d'inattention. Mais la nuit, tout devient inexplicable. Les véhicules sont comme broyés et jetés sur le bas-côté, alors qu'il n'y a aucun obstacle. Parfois, la voiture est retrouvée vide et les portières grandes ouvertes, dans un endroit où elle n'aurait pas dû avoir accès. On ne retrouve jamais les conducteurs. Leurs visages viennent alimenter les réseaux sociaux des proches qui gardent espoir malgré tout. Et enfin, dans ce qui est sans doute la pire histoire de toutes, une des disparitions ne laissa même pas la carcasse du véhicule derrière elle. Seulement une immense mare de sang et des traces de pneus sanglantes s'étirant sur plusieurs mètres avant de s'estomper au plein milieu de la route. Alex tente de chasser ces histoires de son esprit, tandis que les bas-côtés sombres de la route défilent sous la lueur des phares. Tout à ses pensées, il ne remarque pas la silhouette claire au bord du fossé. Quelques mètres plus loin, alors qu'il bâille, submergé par la fatigue, il lui semble distinguer une vague lueur en périphérie de son champ de vision. Le vétérinaire secoue la tête et baisse davantage sa vitre. Cette déviation n'en finira-t-elle jamais ? Quand soudain, une brusque montée d'adrénaline lui fait écraser la pédale de frein. Le cœur battant et le souffle court, Alex scrute la pénombre devant le capot de la voiture. Il tente de maîtriser la panique qui monte en lui. Il y avait quelqu'un sur la route, il en est certain. Et maintenant, il ne distingue plus rien. Est-ce que la fatigue lui aurait joué un tour ? Ça arrive après tout. Les mains tremblantes, le vétérinaire saisit son téléphone portable et sort de son véhicule. À l'aide de la fonction torche, il commence à inspecter les alentours. Fossé et tout est calme. Rien ne réagit sous le faisceau lumineux. Lorsqu'il se penche pour regarder sous la voiture, Alex commence à retrouver son calme. Il a sans doute été victime d'une petite hallucination. Il est très tard et la journée a été longue. Alors qu'il reprend sa place derrière le volant, il repense au film qu'il regardait avec ses amis quand il était ado. Dans ce genre de scénario, c'est le moment où le héros jette un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçoit quelqu'un sur la banquette arrière. D'ailleurs, maintenant que cette pensée lui est venue, comment s'empêcher de regarder ? Au grand soulagement d'Alex, il n'y a aucune créature monstrueuse dans l'habitacle avec lui. Par contre, il y a une petite silhouette derrière la vitre côté passager. C'est une enfant. Mais d'où peut-elle bien sortir ? La fillette pose la main contre la vitre et commence à frapper doucement celle-ci, comme quelqu'un qui chercherait simplement à attirer l'attention. Alex sait qu'il devrait sortir de la voiture pour aller lui parler. Cette petite doit avoir besoin d'aide. Il est anormal qu'elle se retrouve seule ici en pleine nuit. Pourtant, il ne bouge pas. Il observe comme fasciné la main de l'enfant frapper un rythme parfaitement régulier. Elle ne prononce pas un mot. Son regard est fixe, il semblerait qu'elle ne cligne même pas des yeux. Elle frappe, et c'est tout. Cette attitude figée remue quelque chose en Alex qui sonne comme un avertissement. Ses mains, guidées par cet instinct, reprennent alors le volant et démarrent la voiture. Dans un crissement de pneus, celle-ci repart en trombe, s'éloignant au plus vite de la petite silhouette. Le vétérinaire reprend peu à peu ses esprits, évitant de regarder dans le rétroviseur. Au fil des minutes, il réalise qu'il vient d'abandonner une enfant seule au bord de la route. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Bien que la décision de faire demi-tour s'impose, il ne parvient pas à lever le pied de l'accélérateur. Tout son corps lui crie de fuir et le sentiment d'urgence est tout simplement insurmontable. Et puis d'ailleurs, depuis combien de temps est-il sur cette route ?
Dans l'obscurité tout autour, Alex ne reconnaît plus rien. Il a même de plus en plus de mal à distinguer les bas-côtés. Est-ce parce que la lueur de ses phares diminue ? Pourquoi lui semble-t-il que des ombres sautent et courent le long de la route ? Et les coups qui se mettent à résonner dans l'habitacle, d'où proviennent-ils ? Les chocs sont lents et réguliers, comme la main de la petite fille sur la vitre. Leur volume s'intensifie, et bientôt le son devient difficilement supportable. Mais Alex ne ralentit toujours pas. S'il lève le pied, il en est certain désormais, quelque chose va le rattraper. Et puis là, enfin, droit devant, une intersection. Il y a même un panneau indiquant 2 directions. Dans la panique, le vétérinaire ne prend pas la peine de les déchiffrer et choisit un chemin au hasard. Peu lui importe où il arrive, tant qu'il retrouve la civilisation, une ville ou un village, et d'autres êtres humains qui lui viendront en aide. Le volume des coups diminue, l'obscurité semble un peu moins épaisse, et Alex finit par ralentir. Il reprend peu à peu ses esprits. Ses mains ont tellement serré le volant qu'il a du mal à les sentir. Il doit faire une pause, sortir prendre l'air et reprendre contact avec la réalité. Alex écrase la pédale de frein. Il faut qu'il sorte maintenant. Quelle importance s'il se trouve au milieu de la route, il n'y a personne d'autre. Personne, vraiment ? Alors que fait la petite fille assise sur la banquette arrière, à le contempler d'un air désolé ? Le vétérinaire ricane nerveusement. Il est en sécurité désormais. Il s'en est sorti, il a suivi le bon chemin. Les yeux toujours rivés sur lui, la fillette secoue négativement la tête. Elle semble presque attristée, ou peut-être déçue. Puis, dans un dernier choc, un bruit assourdissant retentit. Au matin, la police retrouve le véhicule vide, les portières grandes ouvertes et la batterie complètement vidée. Sur la carrosserie, des dizaines et des dizaines de petites mains ont laissé une empreinte noircie. Un nouveau visage vient de s'ajouter à la liste. La petite fille au ballon. Comme chaque jour, Olivia arpente le square avec les enfants dont elle a la charge. Elle connaît bien les autres nounous et elle apprécie de les retrouver. Les journées se ressemblent et cela pourrait sembler bien ennuyeux pour certaines personnes. Mais pas pour Olivia. Elle aime ses petites habitudes. Elle aime respecter des horaires, organiser ses semaines et préparer ses activités. Elle a le sentiment d'avoir trouvé sa place et c'est avec fierté qu'elle exerce sa profession. Avec les années, beaucoup d'enfants sont passés par sa maison. Olivia n'oublie jamais leur nom et connaît bien leur famille. C'est pourquoi elle remarque très vite les nouveaux venus. Elle s'en fait même un devoir, pour assurer la sécurité de tous, se dit-elle. Alors, elle est un peu contrariée ces dernières semaines. Plusieurs de ses petits affirment jouer régulièrement avec une petite fille au square. Une enfant blonde aux yeux clairs, vêtue d'une robe ou d'une salopette, qui partagerait son ballon avec eux. Plus que la fillette, c'est ce ballon qui semble fasciner les autres enfants. D'un beau rouge brillant, il luit sous le soleil. Le jouet semble ne jamais se salir, quel que soit l'endroit où il roule, et il rebondit si haut. Olivia commence à se lasser d'entendre des descriptions de ce si formidable ballon. Après chaque sortie au square, elle y a droit. Pourtant, elle ne rencontre jamais la fameuse petite fille. Lorsqu'elle questionne ses amis, personne ne sait de qui il s'agit, ni ne l'a même aperçu. Par contre, tout le monde a déjà entendu parler de ce ballon. C'est même devenu un jouet recherché parmi les parents. Mais qui ne parviennent pas à satisfaire leur progéniture. Car chaque modèle qu'ils dénichent n'est jamais ni assez rouge, ni assez brillant, ni assez bondissant. Il semble qu'il n'existe qu'un seul modèle de cette balle extraordinaire, et il appartient à cette fillette inconnue. Au fil des jours, la salle de jeu chez Olivia perd tout attrait. Elle en est très fière car elle a soigneusement choisi tout ce qui s'y trouve depuis des années. Des jeux variés, stimulants et de qualité qui font briller les yeux de ses jeunes visiteurs. Enfin, jusqu'à présent. Car l'obsession enfantine du moment éclipse désormais tout le reste. La déception envahit peu à peu Olivia, pour finalement se changer en rancœur. Pourquoi son travail et ses efforts ne suffisent-ils plus aujourd'hui ? Comment une anecdote aussi insignifiante peut-elle saper sa confiance à ce point ? Lorsqu'elle évoque cette situation auprès de ses proches, la nounou reçoit soutien et réconfort, mais aucune réponse.
Olivia redouble donc d'imagination et de créativité. Elle investit dans plus de matériel et renouvelle ses activités. Elle passe des soirées entières en recherche et en préparations diverses. Sa famille se sent délaissée. Mais peu importe, aucune de leurs remarques n'atteint Olivia. Elle s'est fixé un objectif et elle ne peut se l'enlever de l'esprit. L'un de ses petits lui donne particulièrement du fil à retordre. Du matin jusqu'au soir, il ne fait que demander à sortir. Son intention est très claire. Il veut aller au square. Pourquoi faire ? Jouer au ballon, évidemment. Théo, car c'est son nom, est un petit garçon bavard et plein de vie. Partout où il passe, il attire la sympathie et il étonne par sa vivacité. À tel point qu'il est souvent difficile à suivre. Et parfois un peu fatigant. Olivia doit bien se l'avouer, sa patience est de plus en plus mise à l'épreuve. Mais ce travail, c'est toute sa vie. Il n'est pas question de tout abandonner maintenant. Ce jour-là, Théo est particulièrement insistant. Sa petite voix semble poursuivre la nounou dans toute la maison. Dehors, le ciel vire lentement au gris, et Olivia a annoncé que personne ne sortirait aujourd'hui. Mais le petit garçon ne l'entend pas de cette oreille. Dans l'entrée où sont rangées les chaussures, il ouvre chacun des rangements à sa portée afin de dénicher ses bottes de pluie. Olivia sent la colère monter en constatant le désordre. Dans la salle de jeu, une dispute entre deux sœurs s'envenime, tandis que le plus jeune des enfants du groupe se met à pleurer. Une douleur aiguë, sans doute annonciatrice d'une migraine, s'intensifie derrière les yeux de la nounou. Une pensée dérangeante s'installe également. Pourquoi se donner autant de mal pour ces gamins ingrats ? Alors, tant pis pour la météo, tout le monde dehors. Quelques gouttes de pluie, ce n'est rien. De toute façon, ce n'est plus possible de rester tous ensemble enfermés. Dehors, ce sera mieux. Oui, dehors, c'est bien. Menée par un Théo surexcité, la petite troupe prend donc le chemin du square. Le vent s'est levé et le ciel noircit de plus en plus. Il y a une odeur de pluie dans l'air. Les sœurs qui se disputaient quelques minutes auparavant traînent des pieds. Elles veulent rentrer. Et puis elles ont soif aussi. À bout de patience, Olivia se laisse tomber sur un banc et laisse le groupe s'éparpiller sur le terrain familier. Jamais elle ne s'est sentie aussi vide et fatiguée. La nounou essuie nerveusement les fines gouttes qui coulent sur son visage. Son répit aura été si court. Il faudrait déjà rentrer. Abandonner le calme des lieux pour retrouver sa maison, bruyante et désordonnée. D'ailleurs, comment le square peut-il être aussi calme ? Pourquoi la nounou n'entend-elle plus aucun enfant ? Alors qu'un lointain sentiment d'urgence lui fait relever la tête, Olivia aperçoit une forme rouge qui s'approche rapidement. Comme mue par une force invisible, un ballon rouge roule jusqu'à elle avant de s'arrêter à ses pieds. Il est vraiment magnifique. Jamais la nounou n'avait vu un tel rouge. En saisissant le jouet, elle constate que sa surface est aussi lisse et parfaite qu'elle en a l'air. Ce n'est qu'une balle, mais quel plaisir ce doit être de posséder un si bel objet. Olivia ne peut en détacher son regard. Du bout du doigt, elle suit les formes complexes qu'il lui semble apercevoir dans le rouge si brillant. Elle en oublie la pluie et le vent, sa douleur et sa fatigue aussi. Elle ne perçoit pas non plus les cris de terreur qui s'arrêtent brutalement dans un craquement. Peu importe ce qui peut arriver désormais. Peu importe le froid, la pluie ou le sang qui éclabousse. Tout ce dont Olivia a besoin est ici, entre ses mains, dans le calme enfin retrouvé. La nounou sourit, tout ira bien maintenant. Et voilà, notre récit s'achève. Mais souvenez-vous, dans le silence de la nuit, les histoires continuent de vous hanter. À très bientôt pour un nouveau frisson.